Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire où on va discuter de la façon de se servir d'HAProxy pour router des connexions SSH et faire un peu plus que ça. Alors, je me présente brièvement, je m'appelle Michel Mayen, donc je suis ingénieur support chez HAProxy depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Euh, Si vous voulez poser des questions pendant le webinaire, vous avez une partie dédiée à ça, donc n'hésitez pas, j'y répondrai à la fin du webinaire. Donc pareil, le webinaire va être enregistré et donc l'enregistrement sera disponible demain et nos équipes vous contacteront et vous enverront le webinaire. Donc rentrons dans le vif du sujet. Alors le problème pour router des flux, donc des flux SSH ou d'autres types de flux, c'est qu'au niveau du load balancer, vous allez avoir besoin d'informations, d'indices, pour aider le load balancer à savoir où est-ce qu'il doit router ce flux. Donc, typiquement, avec des flux HTTP, on a tout un tas d'informations disponibles, comme des headers, des URL, des query strings et tout un tas de choses. Le problème ici, c'est qu'avec SSH, on n'a rien de tout ça. Donc, jusqu'à maintenant, ce qu'on pouvait faire, c'était s'appuyer sur des IP sources, des IP de destination, des ports sources, des ports de destination par exemple, faire des couples de ces informations pour savoir où envoyer les flux que le load balancer reçoit. Le problème de ça, c'est que ça offre un nombre de routes relativement limité. Ça vous oblige à faire un nombre important d'ouvertures sur vos firewalls et qu'en termes de sécurité, bah, c'est relativement moyen. Le problème étant que une fois que un client va répondre à un certain nombre de critères permettant de router le flux, il va obtenir le prompt sur le serveur distant. Et donc ça, c'est pas forcément souhaitable. Donc la solution, enfin une des solutions en tout cas, ce serait d'empacter ces flux dans un protocole qui nous permette d'ajouter différents indices pour assurer ces décisions de routage et qui soit évidemment utilisable par HAProxy. Et donc là, le choix le plus évident, ça va être TLS. Pourquoi TLS? Parce qu'en fait, avec TLS, vous allez avoir la possibilité, dans la couche TLS, d'ajouter différentes informations. Notamment, le premier qui est un des plus importants dont on va se servir, c'est le champ SNI. Le champ SNI, dans HAProxy, on va pouvoir le lire et baser nos décisions de routage sur le contenu de ce champ. On peut également servir des champs dans les certificats. Ça, on le verra un peu plus tard dans la présentation. Donc, SSH dans une connexion TLS et la proxy commande. Donc, pour que vous puissiez impacter vos flux SSH au-dessus de TLS, enfin faire passer vos flux SSH au-dessus de TLS, il y a la proxy commande donc, du client SSH qui vous permet de le faire. Donc là, vous avez un exemple euh, de commande de client SSH. Donc l'idée, c'est qu'on va se servir d'OpenSSL avec S-Client. Vous allez indiquer, alors l'adresse IP qui est utilisée, ce sera l'adresse IP d'HAProxy. Server name, c'est ce qui va être renseigné dans le champ SNI. Et dominame, alors ça, c'est un champ qui est, enfin c'est un paramètre qui est à la fois pas important, mais quand même un petit peu. Pourquoi? Parce qu'en fait, à la base, dominame, c'est censé être le nom du serveur sur lequel SSH veut se connecter, mais là, comme on utilise la proxy commande, il ne va pas chercher à se connecter vers le nom qu'on indique, mais il va tout envoyer à OpenSSL. Néanmoins, durant l'établissement de la connexion SSH, il va y avoir le contrôle du fingerprint du serveur. Et si vous utilisez dominame, enfin le même nom à chaque fois pour toutes vos connexions, le client va vous retourner des erreurs en vous disant ah attention,
pour ce serveur-là, j'ai un fingerprint différent. Donc, il est quand même à modifier. Par contre, vous pouvez mettre une valeur arbitraire là-dessus, il n'y a pas de problème puisqu'il n'est pas réellement utilisé. Donc voilà, à partir de maintenant, on va pouvoir se servir donc du contenu du champ SNI et des certificats clients. Alors ça, comme je vous le disais, le certificat client, on le verra un petit peu plus tard dans la présentation. Donc le champ SNI, brièvement, qu'est-ce que c'est? Alors en TLS, tout est chiffré ou presque. Justement, le champ SNI, c'est un champ qui va apparaître en clair dans le client Hello. Et à la base, il a été rajouté dans les premières versions enfin, pas de TLS, mais de SSL. Il n'était pas présent et on s'est vite retrouvé confronté à un problème qui était que quand on voulait faire du virtual hosting en SSL, pour que le serveur, donc en HTTP, pour que le serveur puisse présenter le bon certificat, il fallait qu'il sache lequel il devait présenter, et sans information de la part du client sur ce qu'il souhaite consulter, on ne pouvait pas le savoir. Donc du coup, ce champ a été rajouté dans le client Hello, ce qui permet au serveur, quand il reçoit le client Hello, de savoir, OK, je dois présenter tel ou tel certificat. Et donc nous, on va détourner un petit peu l'usage de ce champ-là pour s'en servir comme information de routage. Alors quand je dis routage, c'est du routage de flux, pas du routage au sens IP du terme. Donc un exemple d'utilisation d'HAProxy avec l'exploitation du champ SNI et du routage qu'on va qualifier de statique. Donc, dans cet exemple, comme vous pouvez le voir, dans votre front-end, vous allez déclarer donc SSL sur votre ligne de bind, qui indique à HAProxy que tout le trafic qui va être reçu sur ce port-là est fourni sur SSL. Donc, vous allez ensuite définir CRT avec le certificat que vous voulez présenter à vos clients. Donc, le tout en mode TCP. Et on va justement, dans le use backend, se servir du champ SNI de la manière suivante. Donc, entre crochet SSL underscore FC underscore SNI. Donc là, ça va aller rechercher la valeur qui a été définie par le client dans le paramètre server name, comme on l'a vu précédemment, donc sur la commande OpenSSL. Et à partir de là, choisir le backend qui va bien. Donc, dans votre proxy command, si vous utilisez -server name espace serveur 1, ça va vous envoyer vers le backend serveur 1 avec le serveur qui est dedans, etc. Serveur 2, serveur 3, etc. etc. Alors, ça marche bien. Par contre, comme vous le voyez, c'est statique. Vous rajoutez des serveurs, ça va demander à ce que vous mettiez à jour vos configurations HAProxy, etc. Donc c'est bien, mais c'est pas encore idéal. Donc on va voir la possibilité de faire du routage dynamique. Alors là, on n'a pas touché, on n'a pas changé notre ligne de bind, on reste en mode TCP. La différence est la suivante, c'est que on va aller demander à HAProxy d'extraire la valeur du champ SNI et de le stocker dans une variable, donc 16DST. Ensuite, on va router le flux vers un seul et même back-end. Et ensuite, on va extraire ce qu'on a mis dans le SNI pour s'en servir comme adresse de destination avec le setDST. Alors là, ça va fonctionner lorsque vous allez faire, par exemple, dans la proxy commande, vous allez utiliser le paramètre server name et vous allez directement indiquer l'adresse IP de destination de votre serveur, donc l'adresse IP interne de votre serveur. Et donc, ça va remplacer l'adresse 0.0.0.0 qui est indiquée sur la ligne serveur dans le back-end par l'IP que vous aurez fourni. Alors, ça marche bien. Cela dit,
un des problèmes, c'est que ça crée une faille béante dans votre infrastructure. Ça veut dire que vos utilisateurs peuvent accéder à tout ce qu'ils veulent. Donc l'idée, ça va être de venir mettre des ACL par-dessus tout ça pour pouvoir un petit peu contrôler quels serveurs sont accessibles. Donc ici, très simple, on va fonctionner sur un principe de whitelisting. Vous allez dire, là dans l'exemple, vous allez autoriser le routage des flux SSH vers les serveurs donc 192.168.0.201, 202, vers toutes les IP, tous les serveurs qui seraient dans le réseau 10.0.12.0/24. Donc oui, vous pouvez autoriser soit par IP, soit carrément par adresse réseau. Et donc, juste en dessous, donc vous voyez que, comme précédemment, on va se servir de cette valeur pour définir l'adresse cible. On va accepter les connexions si elles correspondent, si elles matchent avec un des critères qui correspondent à la CL Allowed Destination. Par contre, si ça ne matche pas, on rejette la connexion et le client ne pourra accéder à aucun serveur. On peut faire la même chose, mais cette fois-ci en mode blacklisting. Alors là, c'est le même principe, sauf que tout ce que vous allez déclarer dans block destination, ce sera des connexions rejetées. Et vous aurez accès, vos utilisateurs auront accès à tout le reste. Donc ça, c'est bien, mais ça vous demande de connaître la liste des IP de vos serveurs. Donc quand on n'en a pas beaucoup, ça marche bien, mais au bout d'un moment, c'est quand même plus pratique si on pouvait les joindre par leur nom DNS. Donc pour ça, HAPoxy va pouvoir faire de la résolution de nom DNS. Alors il va falloir lui fournir ce qu'on appelle un résolveur. Donc c'est une section de configuration dans votre fichier de conf HAProxy qui commence donc par résolveur. Ensuite, la internal, ça c'est un nom arbitraire, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et vous allez lui indiquer une adresse de serveur DNS interne à votre infrastructure qui va être en mesure de résoudre les noms DNS que les clients vont fournir. Donc au niveau des noms DNS, ça peut être des noms DNS internes, il est absolument pas nécessaire qu'ils soient résolvables sur Internet, étant donné qu'HAProxy est déjà à l'intérieur de votre réseau, c'est lui qui va faire la résolution, c'est pas le client. Et donc là, si on reprend un exemple, dans votre proxy commande, vous allez indiquer donc -server name, je sais pas, par exemple web01.mondomaine.com. Là, ce que va faire HAProxy, donc web01.mondomaine.com, c'est ce qui va être indiqué par le champ SNI du client Hello. Donc là, ce qu'on dit à HAProxy avec la directive TCP Request Content do Resolve, c'est que en entrée, on va lui fournir le contenu du champ SNI. On va lui demander de servir du résolveur internal qui a été déclaré plus haut, lui dire que c'est de l'IPv4, alors ça peut marcher aussi avec de l'IPv6, et une fois qu'il aura fait la résolution, de venir stocker tout ça dans la variable cess.dstip. Une fois qu'on a fait tout ça, dans le back-end, ça va se passer de cette manière-là. Il va, comme précédemment, avec le set DST, venir définir l'adresse source de destination grâce au résultat de la résolution. Et donc, maintenant, on va pouvoir mettre des ACL sur non plus que des adresses IP, mais également des noms de serveurs internes. Là, dans l'exemple, ça c'est un exemple de whitelisting. Alors pareil, on peut également le faire en blacklisting si c'est nécessaire. Là, dans l'exemple, on va dire que on va autoriser les connexions au serveur interne si jamais
ces serveurs ont pour IP soit 192.168.0.201 ou 202, mais également si le nom DNS qui a été demandé correspond à ssh-serveur3.exemple.local. Et dans ce cas-là, on va router le flux SSH vers ce serveur-là. Alors, maintenant, on va parler un petit peu de sécurité parce que on a des ACL qui permettent de limiter les destinations, les serveurs accessibles. Mais par contre, toutes ces ACL, on les applique à tous les utilisateurs, qu'ils soient légitimes ou pas. On applique donc les mêmes règles pour tout le monde. Donc ça, c'est un peu délicat parce que, encore une fois, un utilisateur qui ne serait pas légitime va pouvoir essayer de se connecter sur vos serveurs vos serveurs internes et puis potentiellement tenter du brute force ou ce genre de choses. Donc, ça pose quand même un petit problème. La faille n'est pas aussi béante qu'au départ, mais quand même, elle est non négligeable. Donc du coup, pour les ACL, pour appliquer des ACL par utilisateur, il va falloir qu'on puisse identifier les utilisateurs et il faut qu'ils puissent nous fournir une preuve fiable de leur identité. Donc avec TLS, on a un truc parfait pour ça, qui sont les certificats clients. Donc les certificats clients, pour rappel, vous allez avoir une CA interne qui va être capable d'émettre des certificats d'un type particulier. Comme on le voit, là, je vous ai mis la sortie d'un certificat client lu par OpenSSL. Vous voyez que tout en bas, l'usage de ce certificat est donc pour de l'authentification, mais côté client, pas côté serveur cette fois-ci. Donc, vous allez émettre des certificats à l'intention de vos clients. Dans les objets des certificats, c'est là où vous allez pouvoir indiquer que ce certificat, je l'attribue à tel utilisateur, tel autre certificat à tel autre utilisateur. Donc, vous avez différents champs qui constituent l'objet de ce certificat. Donc, principalement, on va servir du CN pour le nom de l'utilisateur et les champs supplémentaires que sont alors le pays, l'État, la ville, l'organisation. Je crois qu'on peut en rajouter d'autres si je ne dis pas de bêtises. On pourra s'en servir après pour autre chose. Et donc, une fois que vous avez émis ce certificat, donc ce certificat, il va y avoir deux parties. Il y a le certificat en lui-même et la clé associée à ce certificat. Donc, avec ces deux éléments, le client va pouvoir indiquer dans la proxy commande qu'il doit fournir un certificat au serveur, donc là en l'occurrence HAProxy, pas le serveur SSH de destination, mais HAProxy, lorsqu'il va lui demander. En fait, pendant la poignée de main TLS à l'établissement de la connexion, ce qui va se passer, c'est que le client va envoyer donc son client Hello, le serveur va répondre avec son serveur Hello également, mais il va également dire au client, ok, donc voici mes paramètres, mais j'aurais besoin que tu me présentes un certificat de ton côté. Donc à partir de là, le client va renvoyer un message TLS avec son certificat à l'intérieur. Et dans HAProxy, ça va se passer comme ça. Donc là, cette fois-ci, sur la ligne de bind, on va rajouter le certificat de la CA qui a émis le certificat client en question, et on va lui demander de le vérifier, et non seulement de le vérifier, mais en plus de s'assurer que ce certificat est valide, autrement la connexion sera rejetée. Donc, on retrouve ce qu'on avait précédemment avec le doResolve et le set DST, mais vous voyez qu'on a rajouté une ACL Authorized Users. Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller demander à HAProxy d'aller extraire le CN qui était indiqué dans le certificat du client, auquel on va accoler
le nom de la destination et on va aller regarder dans un fichier d'ACL si c'est quelque chose qu'on a validé. Donc là, par exemple, vous voyez que user 1, il va avoir le droit d'accéder à serveur 1 et serveur 2. Et user 2, il va avoir, lui, le droit d'accéder qu'à serveur 3. Et si jamais un utilisateur qui n'est pas autorisé sur un serveur donné essaie de se connecter, la connexion sera fermée. Alors, gérer des ACL par utilisateur, c'est bien. Cela dit, quand vous commencez à avoir un nombre important d'utilisateurs, ça peut s'avérer limité. Enfin, pas limité, mais plutôt fastidieux. Donc l'idée, ça va être de pouvoir gérer des groupes d'utilisateurs. Et donc, pour gérer des groupes d'utilisateurs, on va justement venir exploiter les champs additionnels du certificat. Et là, par exemple, vous voyez que, alors, ici, dans l'unité organisationnelle, donc là est indiqué HAProxy. Donc là, il faudrait que le client qui ouvre sa connexion nous présente un certificat avec groupe 1 dans ce champ du certificat pour pouvoir accéder à serveur 1 et serveur 2, ou alors groupe 2 pour pouvoir accéder à serveur 3. Et donc, à partir de là, vous pouvez commencer à gérer des groupes tout en gardant dans vos logs l'information de qui était le client. Et donc ça peut apporter un peu plus de flexibilité pour certaines organisations. Donc maintenant, si c'est encore pas suffisant au niveau des filtrages, enfin des règles de sécurité que vous voulez appliquer aux utilisateurs, vous pourriez éventuellement faire appel donc au SPOP, donc au Stream Processing Offload Protocol. Alors ça, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver sous différents noms en fait. Il y a trois termes, il y a SPOP, SPE, SPOA. SPOP qui est le nom du protocole en réalité. SPE, c'est pour Stream Processing Offload Engine. Ça, au sein de ce protocole, c'est le rôle assuré par HAProxy. Et SPOA, qui est Stream Processing Offload Agent. Ça, c'est le rôle qui va être attribué donc à l'agent, comme son nom l'indique. Donc, c'est le programme que vous aurez écrit qui communiquera avec HAProxy et auquel HAProxy va pouvoir envoyer les différentes informations qu'il a en sa possession. Donc là, dans notre cas à nous, comme le nom du user, le contenu des différents champs du certificat client, le nom DNS qui a été demandé, donc le contenu du champ SNI, et également l'IP qui a été résolu. Et à partir de là, vous pouvez construire les logiques que vous voulez en termes de filtrage. L'idée sera simplement de faire en sorte que votre agent renvoie à HAProxy, oui, j'autorise la connexion, ou non, elle est refusée. Donc là, après, vous pouvez imaginer tout un tas de choses. Donc, comme par exemple, voilà, comme est indiqué sur la présentation, est-ce que mon utilisateur existe dans mon AD? Est-ce que son compte est verrouillé dans l'AD? Est-ce qu'il appartient à tel ou tel groupe? Voilà. Ensuite, c'est vraiment les possibilités deviennent vraiment larges. Donc voilà. Ça a été un peu rapide. Cela dit, je pense qu'on a couvert l'essentiel. Un détail important, côté serveur SSH, ce que vous allez voir comme origine des connexions, ce sera l'adresse IP d'HAProxy. Donc ça peut être problématique, surtout si vous avez du filtrage, enfin des règles IP tables qui s'appuient sur l'adresse IP source du client.
Alors, il est possible de conserver, enfin de préserver l'adresse IP originale du client afin de la présenter au serveur SSH. Cependant, enfin, ça demande d'utiliser HAProxy en mode transparent. Et ça vient impliquer quelques prérequis. Alors, au niveau de HAProxy, du serveur HAProxy en lui-même, avec quelques règles IP tables et quelques IP rules également, que vous pouvez retrouver sur un article de blog que nous avions posté il y a un moment de ça, mais qui parlait de HAProxy en mode transparent. Et ça va également demander quelques modifications sur le côté serveur SSH pour qu'il puisse renvoyer la réponse à HAProxy et non directement au client. Donc l'idée c'est soit de définir HAProxy comme passerelle par défaut du serveur SSH, ou alors via quelques règles IP-tables de dire que quand la connexion a été ouverte, je le dirais, par le serveur HAProxy, il lui répond à lui directement plutôt que d'envoyer sa réponse à l'adresse IP cliente. Enfin, ça a quand même quelques limitations, mais ça peut se faire. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vois qu'il y en a déjà quelques-unes. Alors, excusez-moi, je suis en train de lire les questions. Alors, je vois une question de Monsieur Déon. Alors, non, c'est pas un bastion SSH, euh, dans le sens où on ne va pas, la connexion SSH à proprement parler ne se termine pas sur HAProxy. C'est-à-dire on n'est pas capable d'aller voir ce qui passe dedans. Son flux reste chiffré par SSH lui-même. Simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend ce flux, on vient le réimpacter dans un flux TLS qui fait que du coup, on peut venir se servir des infos de TLS pour le router correctement. Donc non, il n'est pas possible d'enregistrer enfin les commandes qui sont tapées à travers de la connexion SSH. Ensuite, alors il y a une question au sujet du DNS. Alors non, par défaut, HAProxy, une fois qu'il est démarré, par exemple, lorsque vous allez indiquer sur votre ligne serveur un nom DNS comme serveur de destination, alors ce nom DNS va être résolu par HAProxy au lancement. Par contre, une fois lancé, il n'y aura plus de nouvelles tentatives de résolution. Pour une raison simple qui est que HAProxy ne souhaite pas attendre en fait d'avoir un résultat de résolution pour savoir où envoyer ses flux. Ça, c'est pour des raisons de performance, parce qu'autrement, la performance de votre load balancer serait directement dépendante en fait du niveau de performance de votre résolveur DNS. Donc ça, il ne peut pas le faire nativement. Enfin, il peut le faire, mais à condition justement de lui indiquer de lui ajouter une section résolveur et de lui demander explicitement de s'en servir. Mais autrement, non, il ne le fera pas, si ce n'est qu'au démarrage.
Alors, j'ai une question concernant l'enregistrement du webinaire. Bon, on vous recontactera pour cette partie-là. Euh, on s'assurera que vous puissiez le recevoir. Alors, j'ai une longue question en anglais. Ok, donc sur la question en rapport avec donc HashiCorp, le mieux ce serait de éventuellement nous poser la question sur notre Slack communautaire. Euh, mais je suis pas certain que ça rentre vraiment dans le cadre de l'utilisation qu'on en fait ici. En plus, je suis pas spécialiste de consul, donc là, je ne saurais pas répondre à celle-là. Bon, a priori, pour les questions, on a fait le tour. Donc, donc oui, je vous le répète, le webinar donc, est enregistré. Nos équipes se chargeront donc de vous faire parvenir, si vous le souhaitez, l'enregistrement de ce webinar. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à nous rejoindre donc sur Slack. Vous pouvez également nous retrouver sur Twitter ou directement sur le site. Donc n'hésitez pas. Et je pense qu'on en a terminé. Je vous remercie à tous d'avoir assisté à ce webinaire et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire. Merci, au revoir.